Le Parti communiste est un monument du paysage politique français. C'est le plus vieux parti politique du pays en activité constante depuis les années 20. Il a traversé toutes les périodes les plus importantes de l'histoire moderne de notre pays, que ce soit la crise de 29, la montée du fascisme en Europe, la guerre, la résistance, la guerre froide, le réformisme des socialistes, la chute de l'URSS, l'hégémone américain, et ce jusqu'à aujourd'hui, nouvelle période troublée pour un parti maintenant centenaire. L'histoire du PCF remonte en fait à l'histoire du mouvement ouvrier français de manière plus générale. Issues d'une scission de la SFIO, les graines du PCF sont bien plus anciennes que 1920. Historiquement, le Parti socialiste, PS, premier du nom, bien avant le PS de Mitterrand, est né de la fusion du Parti ouvrier français de Jules Guesde, du Parti socialiste ouvrier révolutionnaire de Jean Alleman et du Parti socialiste révolutionnaire de Vaillant, ainsi que du soutien de personnalités comme Jean Jaurès. C'est donc en 1905, sous la pression de la Seconde Internationale, que fut créée la section française de l'Internationale ouvrière, mieux connue sous nom de SFIO. Ancêtre du Parti socialiste actuel, la SFIO va se rallier au courant révisionniste de la Seconde Internationale, dont la tête de file était le très réactionnaire allemand Bernstein, qui, adoptant une ligne d'alliance avec la bourgeoisie, sera à l'origine du changement de signification du mot socialiste ou social-démocrate, qui deviendra pour beaucoup un synonyme de ce compromis avec la bourgeoisie. La SFIO va donc se positionner en 14 du côté de l'union sacrée avec la bourgeoisie, envoyant des millions de Français à l'abattoir de la boucherie impérialiste. Lorsqu'en 17, la révolution bolchevique éclate en Russie, la SFIO se range du côté du gouvernement provisoire bourgeois de Kerensky, un réformiste anti-bolchevique. À ce moment-là, il existe encore 4 courants au sein de la SFIO. Les tenants de l'union sacrée, les immerwaldiens, les pacifistes comme Bourderon, syndicalistes et Loriot socialistes, qui sont pour la construction d'une troisième internationale, Longuet et Pressman qui prônent la reconstruction progressive de la deuxième internationale, et les centristes comme Léon Blum. Après la boucherie de 14-18, l'armistice est signé par les puissances impérialistes. Cet armistice ne s'est pas fait par humanisme ou lassitude de la guerre. La bourgeoisie a envoyé des millions d'hommes mourir au front sans broncher, la situation révolutionnaire mondiale était à son apogée, une ébullition comme jamais vue auparavant. Le 4 mars 1919 est votée la création de la Troisième Internationale, à laquelle se rallient de nombreux partis comme le PCI. Le 13 janvier 19, la révolution spartakiste éclate en Allemagne. Le 21 mars, c'est au tour de la Hongrie de prendre les barricades. L'opposition au sein de la SFIO se fait de plus en plus forte, avec des organisations comme la Voix ouvrière dénonçant l'intervention russe, le Parti communiste des Français et des Soviets, qui adhère à la Troisième Internationale, et d'autres militants socialistes souhaitant l'adhésion à la Troisième Internationale s'organisant en autonome. Les représentants des groupes d'opposition de la SFIO se retrouvent le 17 avril 19 au sein du comité de la Deuxième Internationale pour la reprise des relations internationales et décident d'adhérer à la Troisième Internationale. Ça fait beaucoup de fois le mot international dans la même phrase. Plus tard, en novembre, la direction de la SFIO élabore un programme réformiste cherchant à rassembler les modérés tout en gardant les révolutionnaires sur leur gauche. Cette manœuvre, opportuniste, visant à maintenir le parti sur une ligne centriste, conduira au fameux congrès de Tours où le PCF fut créé. Mais n'allons pas trop vite. Parallèlement à ça, à la CGT, la direction réformiste refuse la grève générale. Le conflit entre révolutionnaires et réformistes s'étendant au syndicat, les dirigeants révolutionnaires font voter la grève du 1er mai 1920, faisant plus de 150 000 manifestants rien qu'à Paris, et la grève s'étend rapidement à toutes les échelles du prolétariat. Malheureusement, la répression est sévère, et l'État bourgeois fait emprisonner les dirigeants révolutionnaires de la grève, laissant main libre à la direction réformiste de la CGT, dont faisait partie un certain Jouot, qui décidera d'arrêter la grève et entamer une reprise. Jouot, par ailleurs, futur scissionniste de la CGT, qui fondera FO, Force ouvrière, après la Seconde Guerre mondiale, un syndicat rouge-brun financé par les services secrets américains et l'AFL-CIO. En juillet-août 1920, l'adhésion à la Troisième Internationale est soumise aux 21 conditions d'adhésion aux principes communistes. Dictature du prolétariat, prolétarisation du parti, etc., etc. Au congrès de Tours de décembre 1920, l'adhésion est rediscutée. La première motion est celle de Cachin et Frossard, pour l'adhésion sans réserve sur la base des 21 conditions. Le deuxième, celle de Longuet, qui refuse l'adhésion, soi-disant pour sauver l'unité du parti. Et la troisième, celle de Léon Blum, qui refuse l'adhésion et qui entreprend une critique de fond du bolchevisme. Le congrès de Tours entraîna la scission des minoritaires qui reconstituèrent aussitôt la SFIO et les majoritaires qui fondèrent le PCF.
Cette scission entraîna celle au sein de la CGT en janvier 1922. Là, les communistes furent minoritaires, exclus et durent fonder la Confédération du Travail Unitaire, la fameuse CGT. Nous voyons qu'entre les années 20 et aujourd'hui, rien n'a changé sur la contradiction fondamentale qui divise le mouvement ouvrier. La lutte de ligne entre la ligne rouge, révolutionnaire, et la ligne noire, réformiste et opportuniste. On voit encore aujourd'hui le fossé séparant des partis réformistes et sociodémocrates des communistes révolutionnaires. La lutte de ligne entre ceux qui veulent la révolution et ceux qui croient toujours en la possibilité d'un compromis avec l'ennemi de classe, comme si l'esclave pouvait se libérer en allégeant ses chaînes plutôt qu'en les brisant. La formation du parti en 1921 a été l'aboutissement d'une lutte de résistance contre la guerre impérialiste menée par des petits groupes au sein de la Seconde Guerre internationale, du Parti socialiste et de la CGT. Le coup de tonnerre de la Révolution d'octobre a été comme un rayon de soleil pour ceux qui avaient été abusés par les opportunistes de la SFIO et de la Deuxième Internationale. C'étaient ces derniers qui, au nom de l'unité nationale, les avaient envoyés à la boucherie pour le compte de l'impérialisme au lieu d'avancer le mot d'ordre « Retourner les armes contre la bourgeoisie ». Il s'agit donc d'en tirer les leçons et de construire des partis de type nouveau, capables de conduire le prolétariat à la victoire. La révolution russe avait donc généré une toute nouvelle génération de communistes. Le PCF adhéra à la Troisième Internationale et la CGTU à l'Internationale syndicale rouge. Durant le peu de temps qui lui restait à vivre, Lénine lui-même menait le combat contre les positions opportunistes au sein des divers partis, et particulièrement au sein du PCF et du Parti communiste italien, PCI. Les premières années du parti sont troubles. Entre lutte interne, entre réformisme et révolutionnaire, la question du front unique ouvrier qui divise, l'échec de la révolution allemande en octobre 23 ou la critique du traité de Versailles et de l'intervention française en Allemagne. En 1924, le PCF perd 50 000 adhérents pour diverses raisons comme la répression, le patriotisme anti-allemand ou encore la reprise économique. À la suite des luttes de ligne en Union soviétique, le conflit s'étend à l'ensemble des partis communistes, dont le PCF. Le PCF exclut alors les membres de la ligne droite et supporte alors la thèse précisée par Lénine en 1915, le socialisme peut être construit dans un seul pays. Après cela, le parti se réorganise et crée des écoles de formation communiste où l'on enseigne l'histoire, la philosophie, l'économie politique, l'agitation politique et la propagande. Ces écoles permettront à de nombreux militants ouvriers de se former, contribuant à la bolchevisation et la prolétarisation du parti et de ses structures. Le PCF lutte contre le colonialisme français. Dénonçant entre autres la guerre du Rif, il appelle à la fraternisation des militaires français avec les Marocains. Le PCF lance un appel à la grève générale contre la guerre qui fera 300 000 grévistes. Le parti peine à se consolider, car il est issu de trois courants différents. La SFIO, elle-même divisée en plusieurs tendances, l'anarcho-syndicalisme et le mouvement né après la guerre. La direction reste divisée, chaque dirigeant cherchant à asseoir son influence dans un secteur particulier. L'unité du parti n'est donc qu'apparente et résulte en réalité des luttes internes entre conceptions différentes. Ces luttes idéologiques déterminent les progrès ou les reculs de la ligne prolétarienne et du parti, illustrant la loi de la contradiction. À cette époque, une partie de la CGTU use d'une rhétorique réactionnaire anti-immigrée pour répondre à la crise du chômage. Le PCF affronte alors cette ligne en fondant la main-d'œuvre immigrée, MOI, connue pour leurs actes de résistance au sein des FTP, avec des hommes tels que Manouchian ou Léon Landini. Le PCF lance aussi des campagnes contre l'armée bourgeoise, des groupes de défense antifascistes et des jeunes gardes se forment à travers l'Arak, mais durant toute cette période, la taille du PC reste relativement restreinte. Le parti n'est pas encore un parti de masse. Ces choses-là commenceront seulement à changer dans une période bien plus avancée, dans les années 30, avec le fameux Front populaire.